Bonsoir Bonsoir tout le monde. On peut peut-être arrêter la petite musique d'ambiance qui était très agréable, mais on va prendre le relais à partir de maintenant. C'est nous qui allons faire l'ambiance à partir de maintenant. Alors, bienvenue tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du lundi 11 mars 2024 à 19 h. Je propose l'ouverture de la séance appuyée par ma collègue Josefina Blanco. Et ce sera suivi par la déclaration d'ouverture qui sera faite par Mme Blanco, justement. Nous sommes Attendez. Bonsoir. Voilà. Nous reconnaissons que nous sommes sur un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre les peuples ainsi que du traité de la Grande Paix. Je remercie la nation Kanien'kehá:ka de son hospitalité en territoire non cédé. En 10.02, adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du 11 mars 2024. J'en fais la proposition et je suis appuyé par Mme Alneus. C'est adopté. 10.03, approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 5 février 2024 et de la séance extraordinaire tenue le 26 février 2024. Je propose l'adoption, appuyé par le conseiller Posé. C'est adopté. 10.04, point d'information. Oui. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil d'arrondissement du mois de mars, qui fait suite à la semaine de relâche. J'espère qu'elle a été reposante et que vous avez pu en profiter. Je vais faire la présentation de l'équipe qui est devant vous, de l'administration publique. On va vous donner quelques nouvelles et ensuite, ce sera votre période de questions. Alors, bonsoir, je suis François Lima, je suis votre maire d'arrondissement. Je suis accompagné ce soir du Conseil de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. À ma gauche, M. Jocelyn Posé, conseiller du district de Marie-Victorin. À ma droite, Mme Josefina Blanco, conseillère du district de Saint-Édouard. Et à sa droite, Mme Erika Alneus, conseillère du district d'Étienne-des-Marteaux. Nous sommes accompagnés de la fonction publique de l'arrondissement. Je vais présenter notre directeur d'arrondissement, M. Daniel Lafont, qui va présenter le reste de son équipe. Merci, M. le maire. Bonsoir à tous et à toutes. Ça fait plaisir de vous présenter l'équipe de direction qui m'accompagne ce soir pour répondre, pour supporter le conseil dans la prise de décision puis répondre également aux questions que vous pourrez leur adresser. Donc, je suis accompagné de Mme Guylaine Désiel, directrice au développement du territoire des études techniques. M. Hugo Napper, directeur des travaux publics. Mme Catherine Rousseau, directrice à la circulation, l'éclairage, signalisation, marquage de la chaussée. Mme Simone Bonenfant, directrice au service administratif, greffe et relations avec les citoyens. Et face à moi, M. Arnaud Saint-Laurent, secrétaire d'arrondissement, et le commandant forêt du SPVM. Merci, M. Lafont. Alors, ça nous amène à notre point d'information. On vous donne quelques nouvelles et ensuite, on va passer à la période de questions des gens dans la salle. Alors, moi, ce soir, je suis très fier de vous annoncer que dans le conseil ce soir, on vote pour 935 000 de contributions en développement économique local. Alors, depuis le début de notre mandat en 2021, on a mis différentes actions locales en place pour que l'arrondissement développe un réflexe et une expertise en développement économique local. On avait promis l'embauche d'un commissaire au développement économique en campagne électorale, ce qu'on a fait dès notre élection, en la personne de Catherine Collerette, qui fait un travail extraordinaire auprès des commerçants. On a créé un bureau Accès Montréal Affaires, un BAM Affaires, qui permet d'améliorer l'expérience pour les commerçants qui traitent avec l'arrondissement, c'est-à-dire qu'ils ont maintenant une ligne privilégiée quand ils ont des problèmes avec la municipalité. Alors, quand il y a des travaux, quand il y a des enjeux, ils peuvent contacter directement, là, ils ont une ligne privilégiée. On a une approche collaborative et adaptée à la réalité de nos associations commerciales, notamment dans le cadre de projets municipaux. Quand il s'agit de refaire des infrastructures, on est très présent. On aide beaucoup les entrepreneurs et les commerçants. Même quand c'est des travaux de la ville-centre, l'arrondissement joue maintenant le rôle d'intermédiaire. Quand il y a des coupures d'eau, on peut prévoir à l'avance, on peut tenir au courant nos partenaires. Alors, on est en train de vraiment développer un réflexe à faire dans Rosemont qui est très, très, très intéressant. Alors, dans le contexte actuel, on est conscient que le contexte est difficile pour les commerçants. Il y a des soubresauts économiques. Ce n'est pas toujours super facile. Et on sait que les commerces doivent composer avec des coûts d'exploitation, une baisse des dépenses des ménages. Alors, on a la chance, par contre, dans Rosemont, ça, il faut le dire, d'avoir une population locale qui est très solidaire des commerces locaux.
On le voit dans la vie de quartier que les gens aiment leurs commerces locaux, font du magasinage local. On n'est pas un arrondissement où les gens vont nécessairement toujours vers les grandes surfaces. Il y a un lien de confiance entre les commerçants locaux et la population qui est fort et qui est vraiment précieux et qu'on veut garder. Nos artères continuent de se distinguer par une offre commerciale, puis on va le dire, là, une offre commerciale exceptionnelle. Les commerçants sur les rues locales se réinventent constamment, qu'on pense à la Plaza, à Masson, sur des rues comme Saint-Zotique. Dans la petite Italie, on a des commerçants qui ont une offre exceptionnelle, qui sont toujours en train de se renouveler, qui sont proches de leur clientèle, qui sont dynamiques. Et ça, effectivement, c'est vraiment, ça crée un climat vraiment intéressant. Et on continue de voir des commerces s'ouvrir dans le quartier et contribuer au développement des artères. Et c'est ça qu'on voulait encourager ce soir. Alors, comme j'ai dit, on accorde 935 000 $ au total, ce qui est majeur. Ça se ventile comment? C'est 75 000 $ pour chacune de nos 3 sociétés de développement commercial. Donc, pour Masson, pour la Plaza Saint-Hubert et pour la Petite Italie. On investit 575 000 $ pour la piétonisation de la Plaza Saint-Hubert. C'est la première expérience cette année de la piétonisation de la Plaza Saint-Hubert. Les piétonisations, on l'a vu dans les autres arrondissements, on l'a vu ailleurs à Montréal, ça marche. C'est quelque chose qui fait que les gens se l'approprient. Ils récupèrent leur rue locale pendant plusieurs semaines de l'été. C'est très dynamique pour les commerces et la plupart des commerçants vont leur chiffre d'affaires augmenter. Mais pour réussir une piétonisation, il ne s'agit pas de fermer la rue avec des barrières en métal puis d'attendre que les gens viennent. Il faut que ça soit beau, il faut que ça soit convivial. Il faut qu'il y ait de l'animation, il faut qu'il y ait des activités. Alors, on a choisi d'investir là-dedans pour que la Plaza, qui est la première rue qui a demandé, parce que ce n'est pas nous qui imposons les piétonisations, c'est les sociétés de développement commercial qui en font la demande. On voulait que la piétonisation de la Plaza soit un grand succès. Alors, on met des ressources humaines, on met une contribution financière pour s'assurer que ça soit un succès. Puis d'ailleurs, je vous le dis tout de suite, on est au mois de mars, mais préparez-vous, ça va être le fun. Prévoyez aller passer du temps sur la Plaza cet été parce que ça va être vraiment, vraiment génial. Alors, on met 60 000 $ pour le marché Jean Talon, pour l'animation et la gestion de la piétonisation estivale, parce que le marché Jean Talon aussi est piéton l'été. Et ça aussi, c'est une grande force. Ça fait une expérience extrêmement agréable. On ne va pas juste s'arrêter et acheter un fromage. On achète un fromage, on va manger une bouchée, on rencontre nos maraîchers, on passe plus de temps. Alors, c'est intéressant, puis on veut soutenir cette piétonisation-là. Et 75 000 $ pour la nouvelle association commerciale de Beaubien-Est. Dans la dernière année, les commerçants de la rue Beaubien ont clairement manifesté la relance de leur association qui a périclité des fois dans le temps. Et là, il y a une cohorte de commerçants très dynamiques qui veulent relancer leur association. Alors, on est fiers de leur octroyer une enveloppe qui va servir à relancer leurs activités, à financer une étude de positionnement et à contribuer à dynamiser le secteur. Dernière chose, en soutien aux commerçants, vous le savez, avec le réchauffement climatique puis notre hiver un peu bizarre, les hivers finissent plus tôt. Et qui dit hiver qui finissent plus tôt veut dire la chaleur arrive plus vite et les commerçants demandent de plus en plus d'ouvrir les terrasses de plus en plus tôt. On est au rendez-vous. On fait l'impossible pour que les terrasses, cette année, puissent arriver le plus rapidement possible. Et avec les projets, et on va être flexible sur la gestion des terrasses pour s'assurer que vous puissiez rapidement aller prendre des cafés, des verres, de la nourriture chez vos restaurateurs préférés sur les terrasses qui nous aménagent. Alors voilà, c'était tout pour moi. Je laisse la place à Mme Blanco. Ça, c'est un peu. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue à ce conseil d'arrondissement. Je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui dans le district que je représente, le district de Saint-Édouard, au bureau de la communauté haïtienne de Montréal. D'ailleurs, Monsieur le maire, vous allez me permettre de partager quelques nouvelles sur cet organisme qui nous est très, très cher à l'arrondissement, mais qui rayonne au niveau de la métropole, ainsi qu'avec la communauté haïtienne de Montréal. Et ça ne fait pas longtemps que cet organisme a reçu des sommes importantes, des investissements importants de la Ville de Montréal, plus précisément du service de la diversité et l'inclusion sociale, service avec lequel je travaille à la Ville, sont dans mes responsabilités avec ma collègue Erika Alneus, pour 2 projets. Un projet qui vise plus les personnes aînées et un autre projet qui vise à continuer à soutenir toujours
les populations plus jeunes. Donc, ce sont plus de 200 000 $ qui ont été octroyés à cet organisme. Puis, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Donc, je voulais prendre quelques instants pour souligner le travail que cet organisme fait depuis plusieurs décennies pour notre communauté, tout particulièrement pour la communauté haïtienne de Montréal. Donc, ça, c'était la première nouvelle que je voulais partager avec vous. Par la suite, j'ai souhaité faire une mise à jour sur un autre dossier local dans le district de Saint-Édouard qui concerne l'île au volcan. Cet aménagement qui est apparu de façon transitoire, ça fait quelques années, au nord-est du parc Père Marquette, dans l'intersection de la rue Droucourt et Marquette. Donc, dans les dernières années, vous avez entendu sûrement des familles, des parents, même des jeunes enfants qui nous ont interpellés. On sait que cet aménagement est très, très fort apprécié par les familles, par les jeunes et les moins jeunes aussi. C'est un espace qu'on a fermé à la circulation, qu'on l'a sécurisé, qu'on l'a rendu très agréable, convivial, et où il y a la pratique de ce qu'on appelle les jeux libres. Mais comme je l'ai dit, c'était conçu au départ pour avoir une durée de vie de 3 ans. Ça fait déjà 2 ans, quelques années, qu'on étire parce qu'on sait que c'était très, très apprécié. L'objectif de l'arrondissement de notre équipe a été toujours très clair et c'est de pérenniser la vocation de cet espace. Maintenant, on travaillait sur la façon de comment les faire. Et pour celles qui ne le savent pas, depuis quelques années, nous sommes jumelés avec une autre ville européenne en termes de coopération, plus précisément sur la question de participation citoyenne, entre autres sujets. Donc, avec la ville de Strasbourg, là, je me suis perdue, je ne sais pas si je l'avais nommé. Donc, ça fait quelques années qu'on travaille avec cette ville, la fonction publique, l'équipe politique. Puis, on voulait pousser cette collaboration encore plus loin. Donc, on veut aller plus loin dans cette collaboration, dans la participation citoyenne, et on voulait cibler un projet très concret, très précis pour faire un pas de plus dans cette optique-là. Donc, là, dans les semaines à venir, on va préciser plus les étapes à venir, mais on a ciblé l'île au volcan comme projet concret pour explorer davantage cette coopération qui va se poursuivre dans les années à venir. Donc, l'objectif, c'est d'aller recueillir, d'aller prendre les lignes directrices pour la pérennisation de cet espace qui va demeurer toujours sécuritaire, agréable. Puis on verra, est-ce que ça va être un espace de jeux libres comme on les connaît, ça va prendre d'autres formes. C'est sur ça qu'on va travailler avec les citoyens et citoyennes. Maintenant, un élément de précision, parce que ça va être un exercice qui ça va prendre un certain temps, sur la question transitoire. On a entendu de façon très, très claire la volonté des voisins, des voisines sur étirer le plus possible cette utilisation transitoire. Donc, on poursuit les échanges avec la fonction publique pour essayer de respecter le maximum possible cet engagement qui, comme vous avez pu le constater, c'est aussi le nôtre. Parce que, je l'ai dit au début de mon intervention, c'était conçu pour durer 3 ans. On est rendu à 5e année et aussi longtemps que l'espace va être sécuritaire et que les ressources humaines et budgétaires vont nous le permettre, on veut respecter cet espace, cette volonté, continuer à avoir un espace qui est sécuritaire, qui est agréable et qui est propice pour jouer autant pour les plus jeunes comme pour les moins jeunes. Donc, sur ce, je vous souhaite à vous tous et toutes un bon conseil. Merci beaucoup. Je vais faire ça vite.
Bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Quelques nouvelles en rafale. En portant mon chapeau au comité exécutif de la vie nocturne, et c'est pour faire et inviter les gens à participer à la consultation qui a lieu présentement sur la politique de vie nocturne. J'en profite du même coup parce qu'on pourrait se dire que est-ce qu'il y a une vie nocturne à Rosemont? Ah, mais bien oui, je vous confirme. J'ai eu la chance de voir plusieurs activités se réaliser ici à Rosemont pendant la nuit blanche, et je veux en profiter pour saluer tous les commerçants, toutes les initiatives qui se sont faites dans Rosemont. C'était super, donc un grand merci. Donc, c'est un appel à tous de vous inviter à participer au sondage qu'il y a sur Réalisons Montréal pour participer. Je pense qu'on a besoin d'entendre la voix, autant oui des gens qui sont des noctambules, mais des gens aussi qui ont peut-être certaines préoccupations à ce sujet. Donc, on vous invite chaudement à y participer. Et le dernier point, le mois de mars rime avec francophonie, et le 20 mars prochain, on va célébrer la journée de la francophonie. Je dois dire qu'on a un arrondissement qui est très fier de faire attention à sa langue française et de la représenter de différentes façons. Un bon exemple de ça, c'est souvent on va dans des événements de l'arrondissement et c'est de la musique en français qui est diffusée. Donc, je veux prendre quand même le temps d'envoyer un coup de chapeau aux équipes des communications de l'arrondissement qui s'assurent de faire respecter, de faire rayonner cette langue qui est la nôtre, qui est la langue française. De plus, il y a plusieurs activités dans les maisons de la culture, dans la bibliothèque. Donc, profitez-en pour peut-être renouer ou peut-être même partager cette langue qui est la nôtre, qui est le français. Merci de votre présence et bon conseil. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance du conseil d'arrondissement et une salutation plus particulière aux gens de Marie-Victorin dans l'est de Rosemont ainsi qu'aux gens qui nous regardent de la maison et qui sont de l'est de Rosemont. Donc, salutations à tout le monde. Alors ce soir, je vais prendre seulement quelques minutes d'entrée de jeu pour revenir sur une fort belle annonce qui est survenue tout juste avant la semaine de relâche scolaire. L'annonce s'est faite à la Maison de l'Arbre du Jardin botanique de Montréal. Donc, la Maison de l'Arbre est située, pour ceux qui ne la connaissent pas, là, sur Boulevard Rosemont, près de la 30e avenue. Alors, dans son dernier budget, le gouvernement du Québec avait créé une enveloppe de 23 millions de dollars qui était réservée à des projets favorisant l'attractivité et la vitalité de l'Est de Montréal. Et on est vraiment très, très, très fiers d'avoir déposé la candidature du petit Beaubien dans le cadre de cette enveloppe-là. Et bien, ça a été sélectionné par le gouvernement du Québec. Donc, le petit Beaubien va recevoir une aide financière de la part du gouvernement pour pouvoir venir bonifier la revitalisation qu'on va faire sur la rue Beaubien dans l'est de Rosemont. C'est quand même pas rien. C'est une aide financière de 950 000 $ avec laquelle le gouvernement vient contribuer à cet important projet de dynamisation commerciale dans l'est de Rosemont. Vous le savez toutes et tous, comme moi, comme nous, la trame commerciale qui est située entre les 38e et 41e avenues, on va se le dire, a besoin d'amour. Les trottoirs sont étroits, les devantures sont très minéralisées. Ça manque de mobilier urbain et l'espace public n'est pas très, très accueillant, on va dire ça comme ça, comparativement à d'autres artères commerciales qu'on a sur le territoire de Rosemont, la Petite Patrie. Alors, on a une magnifique occasion d'y créer un fort beau milieu de vie, d'y créer une artère commerciale qui est vivante, qui est dynamique, dans laquelle les gens vont avoir le goût de venir y passer du temps, de venir socialiser, de venir encourager les commerçants et commerçantes qui sont sur l'artère, et on va le rappeler aussi aux abords du parc Joseph-Paris qui est aussi très dynamique, très animé. Alors, on pense que c'est une très belle nouvelle à vous partager ce soir, cette annonce-là. Et pour le bien de l'information de tout le monde, les travaux devraient débuter quelque part au début de l'automne pour le petit Beaubien. Et évidemment, on va remercier le gouvernement du Québec pour leur soutien financier dans le cadre de ce projet-là. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde et bonne soirée. On enchaîne avec 10.05, la période de questions du public. Merci beaucoup, Monsieur le secrétaire. Alors, c'est le temps de la période de questions du public qui est votre période. Je vais rappeler les quelques règles, puis ensuite, je vais vous appeler à tour de rôle. Alors, les règles sont toujours les mêmes, mais je prends le temps de les réexpliquer parce qu'il y a toujours des nouvelles personnes parmi nous. Vous avez droit, on vous appelle à tour de rôle, dans un principe d'alternance homme-femme, parce qu'on est un arrondissement inclusif et qui vise la parité.
et en donnant toujours priorité aux personnes qui sont en transport adapté. Alors, M. Provençal va comme toujours être le premier. Vous avez droit à 2 questions pour un total d'environ 3 minutes. Donc, un court préambule, votre question, on vous répond, court préambule, 2e question. Contrairement à l'Hôtel de Ville, on permet ici que votre 2e question soit sur un 2e sujet. Ce n'est pas obligé d'être une question de relance sur votre question principale. On répond toujours au mieux de nos capacités et au meilleur de nos connaissances, appuyé par la fonction publique qui est là. Mais parfois, on n'a pas la réponse. Parfois, la réponse, on la donne avec les informations qu'on a. Parfois, vous n'êtes pas d'accord avec la réponse. C'est des choses qui arrivent. On ne tombe pas dans une période de dialogue. Ce que je veux dire par dialogue, c'est si la réponse ne vous plaît pas, là, on ne commence pas à s'obstiner au micro. Si on a besoin de continuer le dialogue, on peut le continuer autrement. À la table derrière, il y a le personnel, l'extraordinaire personnel de cabinet de l'arrondissement Rosemont-la-Petite-Patrie qui est là. Alors, si jamais vous sentez que la réponse ne vous a pas satisfaite et que vous avez besoin qu'on échange un peu plus, vous allez les voir, on va prendre vos noms et coordonnées, puis on va vous contacter. Comme je dis toujours, la séance du conseil d'arrondissement, c'est le début d'une conversation, ce n'est pas la fin. Alors, on est là pour répondre à vos questions. On y répond du mieux qu'on peut. Mais si ce n'est pas suffisant, on continue autrement. Et enfin, ça ne devrait pas arriver ce soir parce qu'il y a peu d'inscrits, mais on prend toujours un maximum de 3 questions sur un sujet. Comme ça permet une meilleure fluidité puis d'avoir une multitude de sujets pendant la soirée. Mais comme j'ai dit ce soir, ça ne devrait pas être problématique. Alors, je vais vous appeler dans l'ordre le temps que je réouvre. Oui, je l'ai. Je l'ai ici. Alors, voilà, sans plus tarder, on va commencer avec M. Pierre Provençal. M. Provençal, je vous invite à aller au micro. Bonsoir à tous et toutes. Justement, pour les sujets que parler, le premier, c'est les HLM, les réparations de douche et autres qui est essentiel. Puis le deuxième, c'est la fin des bails, l'expulsion des aînés. Quand on appelle le service des réparations, urgence et autres au 870-6646, ceux qui demandent un HLM, justement, on a une réponse à prendre jusqu'à 7 jours ouvrables, comme du lundi au vendredi, puis de l'autre journée dans l'autre semaine. Puis justement, qu'est-ce qui arrive? Depuis, avec la COVID, c'est changé. Et si l'eau coule le plafond ou quelque chose, des gros bris majeurs, bien là, ça tombe en urgence. Bien, si c'est pas comme un changement de valve de douche ou quelque chose, c'est pas considéré comme urgent. Puis justement, comme quand j'ai appelé, c'était samedi 16 janvier, c'était à 11h quelque chose. Après ça, j'ai rappelé lundi, j'avais parlé avec Mme Marie, justement, c'est ce qu'elle disait. Fait que là, justement, par la suite, elle a attendu pour quand servi le 7e jour ouvrable, après vers le 16, j'ai rappelé. Là, ça prend un délai avant qu'ils viennent. Pendant ce temps-là, une chance que moi, j'avais un atelier que je pouvais aller chez elle dans la fin après-midi. Bien, combien de locataires qui n'ont pas de proches de famille pour aller ou quelque chose de même? Puis ici, en plus, avec le CLSC qui viennent, qui doivent les nettoyer avant de faire des soins, des traitements, où ils vont aller, eux autres, ils vont toujours amener ailleurs, quoi exactement? Là, je vous dis en résumé. La question, pourriez-vous voir comment régler la gestion des réparations essentielles? Qu'est-ce que ça serait un essentiel, la douche pour côté d'hygiène? Pourquoi qu'il retarde comme si c'est juste réparer quelque chose d'autre? Ça, je ne comprends pas la nouvelle politique de la HLM. Merci, M. Provençal. Je pense que vous savez par contre déjà que l'OMHM, l'Office municipal d'habitation de Montréal, qui gère les habitations, ne relève pas de l'arrondissement. On n'a pas de pouvoir sur eux. Moi, j'entends bien votre question. Est-ce qu'on peut transmettre? Je regarde M. Lafont. On prend note de votre question. On va transmettre une note comme quoi vous êtes intervenu sur la question des travaux. On va transmettre votre question à la direction de l'OMHM, puis on va communiquer avec vous. On va leur demander de communiquer avec vous là, pour que vous ayez une réponse. Parce qu'il y a une chance, ma soeur, elle est dans Rosemont. Fait que j'avais pas nom justement pour aller aux 2 ou 3 jours. Le deuxième sujet, c'est fin des bails et expulsion des aînés. Comme vous savez, il y a plusieurs résidences qui ferment encore des portes, puis
avec des rénovations majeures, mais depuis, avec les gigoleurs, bien là, ça demande un autre financement aussi. Fait que, à un moment donné, avec les aînés, là, ceux qui n'ont pas beaucoup de revenus, qui ne peuvent pas être trop augmentés, fait que là, ils se trouvent à être expulsés, ça aussi. Fait que, comme l'autre avait parlé dans le comité Rosemont, là, le mois passé, pas la question, vous l'avez expliqué. Fait que, qu'est-ce qu'il y en est? Ça, c'est un autre point. Bien là, il y a une autre chose aussi. Avec la destruction du viaduc Rosemont-Vanoine, qui est supposé venir bientôt, je ne sais pas quand, ça se passe ça, on pourrait peut-être éventuellement, comme là, justement, il y a le site Bellechasse, qu'on a fait plusieurs fois, on en parle. Bien, ça, on pourrait le surnommer, cette partie-là, le site Bellechasse-Rosemont, je le surnommerais. Comme ça, on pourrait qu'elle soit une partie condo, à la fois logement régulier, mais aussi les nouvelles résidences qui seraient avec les nouvelles normes de la construction. Qu'on voit que ça ferme et tout, justement. Ma question, comment allez-vous organiser ce nouveau site Bellechasse, puis ainsi que Bellechasse-Rosemont, je le surnomme? Bien, premièrement, M. Provençal, on prend note de votre suggestion de toponymie pour le nouveau secteur. C'est une suggestion intéressante. L'engagement qu'on a pris lors de la dernière campagne, puis qu'on maintient, c'est que l'arrondissement souhaite que sur les terrains publics qui font partie du secteur Bellechasse, parce que le secteur va être quand on sera rendu là, parce que là, il faut finir le garage de la STM, il faut déménager le garage. Puis ça ne veut pas juste dire déménager les autobus, là. Ça veut dire déménager les employés qui s'habituent à leurs nouveaux équipements. Ça veut dire démolir l'ancien garage, le décontaminer. Ça fait qu'on parle de quelque chose qui va prendre plusieurs années. Et je tiens à le dire parce qu'on y croit au secteur Bellechasse, mais on est dans le long terme. La réflexion va se faire avec la Ville-Centre et le service de l'urbanisme sur quel est l'ensemble du secteur à développer. Est-ce que c'est juste les terrains publics? Est-ce qu'il y aura d'autres terrains? Quelle sera l'ampleur du secteur? Sur les terrains publics, on a pris l'engagement à l'arrondissement qu'on souhaitait développer 100% de résidences coopératives ou abordables, c'est-à-dire que ce soit du logement social, communautaire ou abordable sur ces terrains-là. Et quand on parle d'abordable, on parle d'abordable pérenne. C'est sûr qu'on va vouloir valoriser une mixité d'usage, qu'il y ait des résidences pour personnes aînées, qu'il y ait des résidences pour étudiants, qu'il y ait des résidences familiales. Alors, c'est une planification qui va se faire, qui est déjà en réflexion chez nous, mais on est dans les pré-réflexions parce qu'on parle d'un site qui va se développer dans peut-être une dizaine d'années, M. Provençal. Je veux vraiment qu'on soit conscient de l'horizon temporel qu'on a devant nous. Bien, moi, ça pourrait dire, justement, avec le viaduc Rosemont qui prévoit être détruit éventuellement, on pourrait faire un mélange avec des résidences, dont les autres fermes aussi, avec ça en plus. Puis là, justement, je vous remercie aussi pour ça. Puis je souhaite à tous un joyeux Pâques, tous et tous, un bon joyeux Pâques, puis on se reprend avec d'autres sujets. On se reprend certainement. La santé permet aussi. Merci beaucoup, M. Provençal. On se revoit sans faute le mois prochain. Puis effectivement, vous avez raison, on aura le temps de célébrer Pâques d'ici là. Merci. J'inviterai maintenant Hélène Beauchamp. Bonsoir. Bonsoir, Mme Beauchamp. Monsieur le maire, mesdames, messieurs. Je viens vous demander, Monsieur le maire, pourquoi, malgré votre promesse d'il y a 1 an, vous n'êtes pas intervenu pour l'apaisement de la circulation sur la petite rue des Carrières entre Delorimier et Marquette. Je vous propose une analyse. Cette petite rue des Carrières est très, très étroite. Elle est toute en courbe. Les trottoirs sont étroits. Les saillies de trottoirs aussi mesurent à peine 1 pied, tellement ils sont étroits. C'est une rue à double sens et les autos stationnent des 2 côtés. Bref, cette petite rue est dangereuse. L'étroitesse de la rue, les courbes, rendent la visibilité nulle pour les automobilistes. Pire encore, cette petite rue, est-ouest, est traversée par 3 rues nord-sud, de Bordeaux, Chabot, Cartier.
aucune de ces intersections n'est régulière. Aucune n'est franche. Elles sont toutes en décalage et en courbe. Les stops sont placés de façon aléatoire. Résultat, les automobilistes les cherchent, ne les voient pas, ne les respectent pas. Pour le piéton qui veut traverser des carrières au coin de Bordeaux, il faut se munir d'un drapeau jaune parce que les stops sont tellement loin l'un de l'autre que l'auto qui est arrêtée à un des coins ne voit pas l'auto qui est arrêtée à l'autre des coins et encore moins le piéton, la piétonne qui essaie de traverser. Il y a un feu rouge clignotant au coin de Chabot qui ne fait peur à personne. Les autos filent aussi vite, j'en ai fait l'expérience. Je m'engage, l'auto ne s'arrête pas. Le brigadier est là, en est témoin. Qu'est-ce qu'il me dit? Les gens sont toujours très pressés, madame. Après le feu rouge clignotant au coin de Chabot, qu'est-ce qui se passe? C'est encore la vitesse qui se manifeste. Pourquoi? Parce que le stop suivant est au coin de Papineau. Entre donc Chabot, où il y a le feu clignotant rouge, et la rue Papineau, il y a une courbe. Qu'est-ce qu'il fait l'automobiliste au coin de son feu rouge? Au lieu de le respecter, au contraire, il accélère. Il accélère, et là, c'est une courbe en plus. Sur la rue des Carrières. Il accélère, mais la courbe est longue, la rue est étroite, la visibilité est nulle, les autos sont stationnées de chaque côté. Au coin de la rue Cartier, vous le savez, parce qu'on a envoyé un message à ce sujet-là, au coin de la rue Cartier, un enfant a failli se faire frapper. Je vous signale aussi que devant le 1917 des Carrières, il y a un panneau qui annonce un dos d'âne, mais qu'il n'y a pas de dos d'âne sur la rue. Monsieur le maire, vous avez promis l'année dernière, en conseil d'arrondissement, d'intervenir sur cette petite rue des Carrières pour apaiser la circulation. Je vous demande où vous en êtes de cette action. Apaiser cette rue, je pense que ce n'est pas difficile à comprendre. C'est la rendre vivable pour les enfants des écoles, pour les parents qui vont aux garderies, pour les aînés, pour les personnes à mobilité réduite, les cyclistes, les joggeurs. J'ai déjà appuyé 5 requêtes au sujet de ce petit bout de rue qui a besoin de beaucoup d'amour. Qu'en est-il, Monsieur le maire? Où en êtes-vous de votre réflexion? Bien, la réflexion, merci Mme Beauchamp pour votre question et votre témoignage. La réflexion est toujours la même. On partage vos constats, puis on a toujours été très sensible à la question. J'habite près de la rue des Carrières, mon fils habite à temps partiel aussi près de la rue des Carrières. Je connais très bien, et nous connaissons tous très bien le secteur. Présentement, il y a des travaux. La rue est fermée partiellement là, à la hauteur de Christophe Colomb pour encore 1 an. Alors, il y a déjà une fermeture de rue qui enlève un peu de pression sur le secteur. On est au courant de la situation. Puis pour ce qui est, je vais laisser M. Lafond peut-être y aller sur les développements, mais on a toujours dit qu'on avait un plan de circulation à l'arrondissement. On est en finalisation du secteur Angus. On a toujours été clair sur l'échéancier, qu'on allait faire l'étude du secteur Angus parce qu'on n'a pas des ressources humaines illimitées et qu'on allait faire l'analyse de la rue des Carrières ensuite. Je laisse M. Lafond donner les détails. Vous avez dit beaucoup de choses déjà, des éléments, mais effectivement, on a des mandats en circulation qui sont actifs. On connaît cet espace-là. Un élément qui nous a aidé peut-être aussi à ne pas intervenir cette année, c'est les travaux qui sont présents sur des carrières, au viaduc Christophe Colomb, comme M. le maire l'énonçait. Mais on a toujours l'intention d'agir. D'ailleurs, on travaille à développer un appel d'offres pour accorder un contrat pour une analyse du secteur. Donc, on a déjà des avis techniques dans le secteur qu'on possède, qu'on a déjà eu en place, qui amènent certaines pistes de solutions. La circulation, puis vous le présentez bien dans votre énoncé, n'est pas quelque chose en fait, n'est pas compliqué d'agir, mais les ramifications autour peuvent être majeures. Lorsqu'on bloque à un endroit, ces véhicules-là circulent ailleurs. Fait qu'il faut éviter
transporter le problème dans un autre secteur. Et les analyses doivent être aussi faites d'une façon plus large. Donc, ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend de l'énergie. Comme M. le maire le disait, on s'est concentré dans le secteur Angus. On a livré quelque chose dans ce secteur-là qui porte ses fruits. Maintenant, c'est sûr que le secteur des carrières s'approche. Merci. Vous sommez de l'espoir. C'est sûr qu'il faut faire des choix, mais j'apprécie beaucoup ce que vous venez de me dire. Et puis, on va regarder ça avec grande attention. On aimerait, bien sûr, une indication temporelle, mais on est patient, on revient souvent et on va revenir. C'est justifié. C'est justifié, puis cet espace-là sert exactement ça, à avoir cet échange-là. Alors, vous êtes bienvenus de revenir, puis on va toujours vous tenir au courant de où on en est dans nos démarches. Je pourrais peut-être ajouter que toute cette... Là, j'ai parlé de la petite rue Carrière. Toute cette rue Carrière est en courbe et en déambulation. C'est un magnifique endroit où aboutir en plus, quand on va se débarrasser du Meix, à un beau petit triangle gazonné. C'est une rue à choyer, c'est ce que vous voulez que je vous dise. Merci. Merci à vous. J'invite maintenant Jean-Luc Malo. Bonsoir. Je suis venu au dernier conseil. Mes deux questions s'adressent à Mme Blanco et à M. Limoges. Je suis venu le 4 février pour le conseil d'arrondissement. Les deux dossiers ne sont pas réglés, c'est pour ça que je reviens. Donc, il y a eu d'abord la demande d'émondage d'arbres suite à l'événement du 6 avril 2023. Il y a une équipe qui s'est présentée le 10 février, donc quelques jours après. J'avais grand espoir. Ils ont émondé la moitié des arbres du côté nord, mais n'ont pas touché aux arbres du côté sud. Donc, je viens pour faire une demande que ça soit complété avant que la sève monte dans les arbres, parce que ce n'est pas le meilleur moment pour faire l'émondage. Merci, M. Malo. Je vais me tourner vers notre fonction publique pour qu'il puisse vous répondre. Oui, j'ai les photos. J'ai la photo. On va le donner à M. Saint-Laurent. Je vais vous laisser le temps de revenir, M. Malo. Donc, bonsoir, merci pour votre question. Effectivement, suivant le dernier CA, il y a Marie-André dans mon équipe qui a communiqué avec vous. Oui. Il y a une équipe qui s'est déplacée. On n'a pas terminé le travail. Il y a énormément d'arbres dans l'arrondissement qui ont été touchés lors du dernier verglas, puis ils ont tous besoin d'amour. Donc, on continue à faire les travaux. Ils vont être amendés. Oui, un moment qui est idéal, on est d'accord, mais on ne pourra pas tous les faire dans cette période-là idéale. Donc, je me suis informé tantôt, puis ces arbres-là sont toujours priorisés. Donc, ils vont être faits, là, on le souhaite le plus rapidement possible. D'ailleurs, au dernier CA, il y a un contrat qui a été voté aussi, de l'argent qui a été voté pour donner un contrat à l'externe pour nous aider dans notre travail, pour justement accélérer ces travaux-là. Est-ce que le premier contrat avait été fait par un externe également? Celui du 10 février? Je ne pourrais pas vous dire pour le 10 février. Je crois que c'est mes équipes à l'interne du 10 février. Je n'ai pas de contrat actuellement en route pour ça. OK. Mais le deuxième point qui a trait au passage des autobus, au rétablissement du passage des autobus à la station de métro Rosemont. Mme Blanco devait intervenir, je pense, avec un groupe d'handicapés qui demeure dans l'immeuble là, de l'Office municipal d'habitation de Montréal. Et M. Limoges m'avait suggéré de faire une représentation auprès de l'Assemblée ordinaire publique de la STM. C'est mercredi, c'est dans 2 jours. Et je viens pour demander si Mme Blanco a d'autres informations sur qu'est-ce qui arrive, pourquoi les autobus ne passent pas là. Ça fait 5 ans qu'on attend le passage des autobus. Monsieur Malo, merci pour votre question. Je n'ai pas de précisions ou d'autres infos à vous partager ce soir, mais je vais communiquer avec vous au courant de cette semaine, au plus tard au début de la semaine suivante. Mais comme M. le maire l'a bien indiqué lors de la dernière séance, je vous invite aussi à poser ces questions au conseil de la STM dans 12 jours, c'est ça? Eh bien, je suis venu justement parce que je vais y être donc mercredi. Mais j'aimerais avoir l'appui des élus et de l'arrondissement. Ce sont les roses patriennes et roses patriens qui circulent dans ces autobus de la STM. Il y en a, écoutez, le nombre de personnes qui est là le matin, là, c'est invraisemblable. Donc, on a besoin que les autobus n'arrêtent pas les
ne dépose pas les passagers dans la rue Rosemont exposés à tous les intempéries, mais que ce soit vraiment, comme avant, en fait, sous la station. Monsieur Malo, c'est la magie de la technologie, on m'informe en temps réel. Notre chef de cabinet a fait un suivi auprès de la STM suite à votre dernière intervention au Conseil de février. Puis ce qu'on nous dit là, du côté de la STM, c'est que l'enjeu, c'est les chutes de glace des balcons. Et là, il y a des mesures de mitigation à trouver. Monsieur Hamann, qui est là et qui vous regarde, va faire le suivi avec vous. Mais en attendant, moi, je vous invite toujours à aller mercredi au Conseil de la STM pour soulever l'enjeu. Bien, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'entre l'Office municipal d'habitation et la STM, il y avait des discussions actuellement. Ce que je crains, c'est que les autobus ne puissent jamais passer là. La raison étant que si c'est des autobus électriques, on pense que ça peut prendre feu plus facilement et qu'il y a des logements en haut. Alors moi, j'ai l'impression qu'ils ont aménagé un très bel immeuble à des coûts faramineux pour permettre aux autobus de passer en dessous, mais que ça ne sera jamais utilisé. Je garde espoir, M. Malo. Je garde espoir parce que la boucle de... Alors, ils sont supposés être en recherche de solutions. Soyez certains qu'on a aussi hâte que vous, que la boucle d'autobus soit réouverte, là. Est-ce que je peux avoir quand même votre appui pour la présentation de mercredi? Bien, je peux pas donner ça. Que notre demande est appuyée par le Conseil. Je ne peux pas donner ça au micro comme ça, là. On va discuter après la séance, mais je ne peux pas vous dire sur le banc, vous avez notre appui comme élu pour aller poser une question. Quand vous posez une question dans une assemblée délibérante, que ce soit au conseil municipal ici ou à la STM, vous le faites comme citoyen. Nous, on fait nos représentations comme élus. Si vous allez poser une question comme citoyen, c'est une question comme citoyen. Je propose qu'on discute après la séance, M. Malo. Ça va être plus simple. Très bien. Merci. J'inviterai maintenant Marilyn Paquette. Vous n'êtes pas inscrit dans le même ordre, mais c'est parce qu'on suit une alternance homme-femme. Est-ce que ça vous cause un gros problème? Bien, c'est ça, c'est votre tour. Bonsoir. Bonsoir, madame. Mesdames, messieurs. Donc, on a assisté au dernier conseil d'arrondissement concernant le projet de l'école Sainte-Bibiane. En fait, il y avait été question de ce sujet-là lors du dernier conseil. Bien, on venait justement pour avoir une mise à jour de ce projet-là qui était en développement la dernière fois. Là. On était intéressés, comme citoyens, d'avoir plus d'informations sur les développements. L'école Sainte-Bibiane? Pardon, l'église Sainte-Bibiane. Oui, parce que c'est deux dossiers complètement différents. Complètement différents. Bien, bonsoir, Mme Paquette. On est content de vous voir. Puis, si on ne vous a pas recontacté, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu de développement depuis la dernière séance. C'est-à-dire que, pour être vraiment précis et transparent, là, les vérifications sont encore en cours pour l'achat du bâtiment par la Ville. Fait que ça, il continue le processus, mais il n'y a pas de nouveau pour nous. Et du côté du M3S, pour la rétention et définition de projet, c'est toujours en cours aussi. Fait que pour nous, il n'y a pas de nouveau. Et dès qu'on va avoir du nouveau, on va entrer en contact avec vous, tel qu'on s'est engagé à le faire à la dernière séance. Si on ne l'a pas fait, c'est vraiment pas par manque de volonté, c'est parce que pas d'informations nouvelles de notre côté. Parfait. Puis, la dernière fois, on avait semblé, en fait, voir une ouverture là, pour que, au niveau de la consultation citoyenne, en fait, que sur la table de réflexion pour la définition du projet, on vous avait, bien, en fait, les citoyens aimeraient beaucoup s'impliquer au niveau de la réflexion, puis il était question avec justement le CIUS, ainsi que la Ville de Montréal, les organismes communautaires, qui aient une place, en fait, à cette table-là de réflexion pour les citoyens. Donc, on sait que le projet n'est pas abouti, mais les réflexions, j'imagine, doivent quand même avancer. Donc, on se questionnait aussi à savoir si vous alliez permettre à des citoyens de faire partie de la réflexion plutôt que d'être face à un projet qui est déjà défini lorsqu'il est présenté.
Mais en fait, je vais vraiment être un peu plate, mais répéter ce que je viens de vous dire, c'est notre engagement qu'on a pris le mois dernier, il ne change pas. Toute l'ouverture qu'on vous a manifestée, elle est réelle, elle demeure réelle, mais quand on vous dit que c'est rien, pas que c'est rien passé. Nous n'avons pas d'éléments nouveaux de notre côté, c'est réel. Alors, c'est pour ça, on ne vous a pas contacté parce qu'on n'avait rien à vous communiquer, mais on va le faire. C'est sûr. C'est un dossier qui est très important à nos yeux, puis on veut, comme on l'a dit à la dernière séance, on veut que ça se fasse en coopération avec les gens qui vont être autour. Parfait. Merci. J'inviterai maintenant Alfred de Chevita. Bonsoir. J'ai des notes à vous donner. Oui, au secrétaire d'arrondissement, s'il vous plaît. Oui. OK, mais j'aurais aimé ça que tu regardes des notes que j'ai faites. On va les recevoir après. On peut OK, pas... regarde. Je veux pas... Parce que j'ai fait des notes. Je vais prendre mon papier. OK. Je vous donne des papiers avec différentes bâtisses dans Rosemont, commercial et résidentiel et industriel. La rue Saint-Hubert, la rue Beaubien, ça varie des augmentations de 10 à 59 en 2 ans des taxes municipales. Ce n'est pas 7,1 qui nous a été dit en 2 ans, qu'on pour avoir en 2 ans de l'arrondissement. Pas de l'arrondissement, je dis de la ville de Montréal. OK? C'est qui fait juste commercial, l'augmentation est plus. Si, mettons, il y a une bâtisse, c'est juste commercial, l'augmentation va être plus haute. S'il y a une bâtisse commerciale avec des résidentiels, l'augmentation municipale est moins haute. On se comprend là-dessus? Bien, si tu regardes mes notes, tu vas le voir la différence. Pour le juste commercial, l'augmentation de 20 jusqu'à 59 Ça, c'est tout pour 2 ans. Un bloc sur la rue Beaubien, il y a eu 18,5 en 2 ans d'augmentation. OK. Là, sur ma rue à moi, où j'ai ma compagnie, sur 22 bâtisses que j'ai pris les rôles d'évaluation puis les montants, il y en a 21, on a 42 d'augmentation en 2 ans. Ça, c'est pas normal, ça. Monsieur De Chevita, je comprends votre question. Je vais vous rappeler un élément fondamental. C'est que vous ne parlez pas d'augmentation de taxes, vous parlez d'augmentation des valeurs. Les taxes ont augmenté du montant qui vous a été dit, oui. Mais au dernier rôle d'évaluation, la valeur des immeubles industriels, résidentiels, commerciaux, a varié. Et selon les variations de valeur, le montant de taxe, la hausse de taxes, elle est du même pourcentage. Mais le même pourcentage, si un immeuble a pris énormément de valeur, puis qu'un autre a moins pris de valeur, puis que dans un secteur, les immeubles ont pris plus de valeur que dans l'autre, les variations ne seront pas les mêmes. Fait que ce que vous dites, là, c'est qu'il y a eu des augmentations variables, mais ce n'est pas des augmentations de taxes qui ont été variables, c'est des changements de valeur. OK, mais moi, la taxe, elle est sur la valeur. OK. Bon. Et la valeur n'est pas la même. Et la valeur n'augmente pas partout de la même façon. Okay. Alors, ce ne sont pas des augmentations de taxes, M. De Chevita. Ce sont des augmentations de valeur. Puis même pour que les gens puissent les absorber, la hausse du rôle n'a pas été mise sur 1 an, mais a été scindée sur 3 ans. Ouais. Mais c'est une hausse du rôle, ce n'est pas une hausse des taxes. OK. Regarde, je vais donner un exemple. Chez nous, ça a monté de 300 000. Ça veut dire que c'est 100 000 par année pendant 3 ans, right? Mon bureau, c'est 300 000 aussi qui a monté, 100 000 par année. Chez nous, il a monté de 450 pièces mon compte de taxes en 2 ans. Mon bureau, il a monté de 5 000. Votre taux de taxation est trop haut. C'est ça le problème. Pour les commerces puis les PME. Mais ce n'est pas le taux de taxation qui a monté, M. De Chevita, c'est la valeur de vos immeubles qui n'est pas la même. Bien, chez nous, puis mon bureau, ils ont la même valeur, 700 000.
puis je paye 16 800 pour mon bureau, puis je paye 4 000 pour ma maison. Mais, Anyway, regarde, je comprends ton point de vue, mais il faut que tu comprennes le mien aussi. Là-dessus, c'est bien marqué. Ça, c'est un rapport qui a été fait pour les entreprises, les commerces puis les bâtisses industrielles. On est le premier au Québec. Ça, il y a toutes les provinces canadiennes là-dedans, les 9 provinces. Nous autres, on est les champions. D'abord, vous pouvez marquer ça sur votre site. On est numéro 1 pour les taxes municipales, pour les commerces puis les PME. On est celui qui paye le plus cher à travers le Canada. Ça, c'est une fierté à avoir, hein? Mais pas pour toi, mais en tout cas, c'est pas une fierté à avoir, ça. Je vais vous ramener, là, c'est une période de questions. Oui. Je l'ai dit au début, c'est pas une période de dialogue. Non, je ne veux pas faire un dialogue une... non plus. Je ne veux pas faire un dialogue avec toi non plus. Ça ne m'intéresse pas. Vraiment, là, c'est pas une question, M. De Civitas, c'est un éditorial. Là, l'autre fois, je vous ai demandé pour l'inflation, vous avez trouvé ça comique. Non. Mais avec les augmentations qu'on a eues, c'est vous autres qui êtes responsables pour l'inflation. C'est ça que j'ai à dire. C'est Montréal qui est responsable. Avec les augmentations qu'on a eues, les commerçants et les business, on transfère au end-user. M. De Civitas, avez-vous une question? C'est ça. Vous êtes responsable. Ben oui, c'est ça. Merci. Regardez sa rue Saint-Hubert, il y a 20 monde qui vous aime pas bien pantoute. J'ai fait la rue Saint-Hubert, je l'ai fait. Monsieur De Civitas, avez-vous une question? Si vous n'avez pas de question, je vais vous demander de Mais là, je vous demande, l'année prochaine, ça va être une autre augmentation salée comme cette année? Monsieur De Civitas, le conseil d'arrondissement ne fait pas les hausses de taxes commerciales de la Ville de Montréal, premièrement. Okay. Deuxièmement, si vous n'avez pas de questions, il n'y a rien qu'on peut répondre. Mais troisièmement, l'inflation mondiale, qui est un phénomène mondial, qui s'explique par un paquet de facteurs mondiaux, dont de la guerre en Ukraine jusqu'au transport maritime à travers le canal de Suez, n'est pas attribuable aux taxes municipales. Mais je vous souhaite une bonne soirée, M. De Civitas. On fait la même école que moi. C'est ça que je peux te dire. J'inviterai maintenant Maurice Gauthier. Bonsoir, membre du Conseil, M. Posé. Bonsoir, M. Gauthier. M. Limoges, M. Lafont. J'ai apporté une belle pancarte, M. Lafont, que vous avez dû déjà voir. Hein? Oui. On a le même problème sur la rue Viau, évidemment, mais je ne ferai pas un long préambule parce que vous connaissez la situation. Tout le monde connaît la situation. La situation était un excès de vitesse sur la rue Viau qu'on a remarqué depuis très longtemps. On a fait des représentations au niveau de nos conseillers, des informations et tout, puis ça ne bouge pas. C'est la raison pour laquelle les gens ont décidé de prendre ça en main puis de mettre les affiches. Bon, le restant du scénario, là, vous le connaissez tous. Hein? On l'a vu à la réunion du 5 février dernier où M. Lafont a répondu pas mal à toutes nos questions. Parce que dans la nuit du 6 au 7, on a enlevé toutes nos affiches et le lendemain, on posait la question, 4 questions. Pourquoi nos affiches ont été enlevées? Qui les a enlevées? Pourquoi ne nous a pas consultés? Puis sont rendus où, ces affiches-là? Fait que là, on est rendu, on a 3 réponses à nos questions. Hein? Vous nous avez affirmé que ce n'était pas le bureau du maire qui avait pris la décision, c'était vous, que c'est les travaux publics qui avaient décidé d'enlever les affiches. Puis, on a reçu, environ vers la fin février, après 3 mois, où étaient rendues nos affiches. Étaient rendues dans le site d'enfouissement. Hein? C'est ce qu'on a, soit le centre de tri ou à l'enfouissement. Toutes des affiches que les résidents de la rue Viau avaient payées. Fait que nous, moi, je peux pas vous tenir responsable des automobilistes qui font des excès puis qui sont des délinquants. Sauf que on voudrait savoir, comme dernière question, pourquoi, M. Lafont, vous n'avez pas avisé ou pris le temps d'aviser un membre ou 2 du comité de la rue Viau pour leur dire, 1, vous n'êtes pas conforme au règlement. 2, on vous donne 24 heures, enlevez-moi ça, parce que sinon, on va les enlever. Ce qu'on aurait fait. On aurait fait ça. Fait que ma question, c'est
c'est celle-ci. Pourquoi, quand, sur toutes les affiches, pourquoi, quand M. Posé, M. Limoges connaissent nos adresses électroniques, nous ont pas contactés avant pour nous dire « Écoutez, vous n'êtes pas conforme au règlement, il faut que vous bougiez, enlevez-moi ça. » Pourquoi? Ça, c'est la dernière question parce que, en fait, moi, je vais cesser de poser des questions quand je vais avoir des réponses. C'est ma dernière question, là. Pourquoi, M. Plante, M. Lafont, vous n'avez pas pris le temps? Parce qu'on en parle des citoyens, de la participation, de la transparence, de la collaboration. Ça aurait été une belle forme, ça, de collaborer, de dire « Enlevez donc vos affiches. » Pourquoi vous n'avez pas avisé le comité? Je vais laisser M. Lafont vous répondre. Merci. Bien, en fait, on la voit, votre affiche. Elle n'est quand même pas de petit format. C'est quand même quelque chose qui est costaud. C'est quelque chose qui était très visible sur la rue, qui était présenté ou installé à différents endroits, dont sur du mobilier du domaine public, des lampadaires, etc. On voit vraiment le logo du STOP, qui est une des raisons qu'on vous a partagé, soit par les services d'urbanisme ou encore lors de notre conversation, dans les conseils d'arrondissement. Il y a une notion quand même très visible là, du STOP qui peut porter peut-être à confusion à certains endroits. Ça peut être disposé près d'un coin de rue, pouvant peut-être créer une certaine distraction visuelle aux automobilistes, etc. Donc, il y avait, sans dire qu'il y avait un niveau d'urgence, je pense qu'il y avait un niveau d'importance à agir promptement, à agir rapidement. Et lorsque j'ai eu des échanges avec le service d'urbanisme, notamment l'équipe de circulation, on nous a dit que c'était important d'agir rapidement. Donc, de là, l'ordre de données qui a été donné aux travaux publics d'agir. Et, sauf erreur, je crois qu'ils ont agi dans la même nuit qu'au moment où on m'a posé la question pour donner l'accord. On comprend que c'est non conforme à la réglementation. Nul ne peut disposer sur l'espace public des biens ou encore afficher des choses, notamment sur le domaine public. Si c'est à refaire, honnêtement, je pense que je vous appellerai. Ah, tiens. Si c'est à refaire, je pense qu'on vous appellerait en vous disant « à soir, on va les enlever ». Je pense qu'avec le recul, je me dis ça aurait été une bonne chose à faire. Je suis capable de l'admettre. Ah, OK. Donc, vous êtes bienveillant? Tout à fait. C'est pour ça qu'on a agi promptement, parce qu'on est bienveillant sur notre territoire, pour deux raisons. Pour des questions de sécurité et des questions de pollution visuelle. Lorsqu'on constate des situations qui sont des messages, des fois ce sont des messages haineux, des fois c'est des messages tout à fait positifs, peu importe, des prises de position ou autre chose, ou encore dans votre cas, des messages de signalisation, on se doit d'agir le plus rapidement possible pour la sécurité de tous et le bien-être de tous. Si c'est à refaire, ça te coûterait quoi de lâcher un coup de fil? Je suis capable de l'admettre. Mais ça ne s'est pas fait. Puis la prochaine fois, peut-être que ça sera différent. OK, mais je repose quand même la question, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Je pense que j'ai répondu. Je pense que M. Lafont vient de vous le dire. Il a agi selon la procédure qu'il pensait bonne pour le bien public, dans le temps qui lui a été imparti. Il reconnaît ce soir que si c'était à refaire, il ferait autrement. Regardez, on ne peut pas revenir en arrière. Là. La réponse, vous l'avez eue. Vous avez parlé des valeurs de participation citoyenne et d'inclusion. Elles sont essentielles pour nous. On travaille avec votre groupe depuis longtemps. On connaît la problématique de votre rue. On est encore ce matin, on est en rencontre, on discute de ça. Alors, on est conscient de la problématique, on est conscient de vos sensibilités, mais ceci étant dit, pour ce qui est des pancartes, je pense que les réponses ont été transparentes, là, puis qu'on ne peut pas aller plus loin que ça ce soir. Mm-hmm. Mais ce qu'on attend, en réalité, c'est des résultats. Qu'est-ce que vous nous dites, là? Hein? Que vous êtes bien conscient des enjeux, bien conscient de la problématique, mais les résultats, ça fait longtemps que le comité avise nos conseillers, nos maires. Ça fait longtemps. Les résultats tardent. Pourquoi ça tarde comme ça? Parce qu'il n'y a pas de solution simple sur une artère. Premièrement, la rue Viau est une artère. Ce n'est pas du ressort du conseil d'arrondissement, c'est du ressort de la ville-centre. Moi, je vous ai rencontré là, il y a quelques années. On a eu cette conversation-là. Tout ce que vous demandez là, on a eu cet échange-là. Je ne veux pas le reprendre au complet, mais c'est une rue artérielle. On a aussi des rapports de police qui disent qu'il n'y a pas d'enjeu de vitesse excessive sur votre tronçon. Alors, on est conscient
du sentiment qui est perçu chez vous, mais quand on vérifie les faits, c'est pas noir et blanc. C'est pas comme « Oh mon Dieu ». Quand on en fait des études de circulation, là, des fois, on fait comme « Oh wow, le problème, il est là ». Dans votre cas, c'est pas si clair. C'est pas si clair parce que les Laissez-moi gens... terminer. Je vais vous demander de me laisser terminer. Oui. Puis, c'est ma dernière réponse. Après ça, on va poursuivre le dialogue par d'autres moyens. Il y a un enjeu de configuration de l'intersection qu'on connaît, qui crée des conflits entre la voie pour tourner à gauche, la voie pour continuer tout droit. Encore là, c'est pas clair. Comment je peux dire? C'est pas des solutions magiques. On a interpellé les gens de la Ville-Centre là-dessus. On travaille avec eux. Mais la ville est grande. Des intersections, il y en a des centaines de milliers. Puis les gens le service de l'urbanisme et de la mobilité à la Ville-Centre, ils vont toujours vers les intersections où c'est documenté factuellement qu'il y a le plus grand nombre d'accidents. Puis votre intersection est juste pas là. Fait que la sensibilité, on l'a. On partage avec vous. On comprend le sentiment des gens de la rue Viau. On est là. L'échange, on l'a souvent. Vous nous envoyez de nombreux courriels. On y répond régulièrement. Fait que le dialogue est là. Est-ce que les résultats peuvent être magiques du jour au lendemain? Ben non. Puis on va continuer. Mais est-ce qu'on va continuer de travailler? Oui, c'est certain. Puis on va continuer à le faire avec vous. Bon, en tout cas, en espérant que même si ce n'est pas magique, que finalement, que la magie finisse par opérer. Hein? Puis d'avoir des résultats. C'est un peu ça que les gens... C'est sûr que quand on regarde les analyses puis qu'on voit les chiffres, je pense que quand on a un point de vue différent, quand on est des résidents, quand on reste sur la rue, puis quand on est dans un bureau à analyser des chiffres. Ça fait que je souhaite qu'un jour que ça puisse arriver. Votre réflexion, elle est valide, c'est ce qu'on vous dit. On ne dit pas qu'on ne partage pas votre sensibilité. On comprend ce que on a été vous rencontrer au coin de la rue. Oui, on le voit là. Sauf qu'on ne peut pas prendre des décisions sans s'appuyer sur des données. On ne prend pas des décisions sur des feelings, on prend des décisions. Non, c'est sûr. Ouais. Puis c'est pas une rue qui est du ressort de l'arrondissement. On a affaire à un autre appareil, qui est l'appareil de la Ville-Centre, qui, elle, gère là, de l'ouest de l'île jusqu'à Pointe-aux-Trembles. Puis que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de gestion. Fait que on fait nos représentations. On va continuer à faire les nôtres. Merci. Merci, M. Limoges. Puis merci, M. Lafond, de cette honnêteté que vous avez eue de nous dire si c'était à refaire, je le ferais autrement. Je pense que derrière les affiches, il y a des gens, il y a des humains. Puis si on fait de la politique ou de l'administration publique, c'est pour les humains. Sinon, ça ne vaut pas la peine d'en faire, je pense. Bonne soirée. Merci beaucoup. J'appelle maintenant Claude Brabant. Bonsoir. Ma question est la suivante concernant le projet du petit Beaubien. Vous en avez parlé un petit peu. Je voulais savoir où ça en est rendu exactement. Vous en avez ouvert un petit peu la porte, là? C'est ma question. Merci. Bonsoir, M. Brabant. Heureux de vous voir dans un autre contexte. On ne se cachera pas, on se connaît depuis de nombreuses années dans le district. Alors, écoutez, le projet avance bien. Présentement, on est en période de préparation des plans et devis qui sont rendus, si ma mémoire est bonne, autour de 50 %. Je pense qui sont faits à peu près. On vise un octroi de contrat à la fin de l'été au niveau du conseil d'arrondissement, donc pour des travaux qui débuteraient dans le courant de l'automne. Donc, on respecte vraiment l'échéancier qu'on s'est donné au départ. On a rencontré également plusieurs des commerçants. Vous le savez, il y a eu une rencontre citoyenne avec présentation aux citoyens également. Donc, tout ça est fait. Et donc, on vise une fin des travaux et plantation également parce qu'il va y avoir beaucoup de verdissement sur le petit Beaubien. Donc, pour 2025 et avec un aménagement qui sera complet à ce moment-là. Merci. Merci à vous. J'appelle maintenant André Gatien. Gatien. Vous m'excuserez, je ne suis pas quelqu'un qui aime prendre la parole en public. Là. Je suis toujours un peu nerveux. Fait que j'ai essayé d'écrire ma question. Et j'ai pas mes lunettes, fait que ça va être un peu
Donc, ma question porte sur l'église Sainte-Bibiane. C'est un peu un suivi de la question posée par ma collègue un peu plus tôt. Donc, pour contexte, moi, j'ai fait des demandes d'accès à l'information. J'ai demandé toute la documentation qui était disponible sur l'église. Je n'ai pas reçu grand-chose jusqu'à présent. Donc, en termes de connaissances sur le projet, je ne suis pas plus avancé que ce qu'on a entendu jusqu'à présent. Par contre, j'aimerais, si c'est possible, que vous m'expliquiez les étapes normales d'un tel projet d'une telle envergure. Normalement, j'aurais en tête qu'un projet parce qu'on achète pour plus de 5 millions une église, je me serais attendu à des études d'avant-projet, des consultations publiques suivies d'un concept, reconsultation publique, ensuite des élaborations d'un concept, des plans, tout ça, accompagné de plusieurs autres étapes. Moi, je suis plus du côté construction normalement. Fait que, si possible, parce que là, c'est un tout autre projet, c'est l'achat d'une église, c'est monter un projet avec la communauté idéalement. Est-ce que ça serait possible, s'il vous plaît, de juste m'expliquer, en partant du début, dire avant même l'achat, on part de où et on se rend où à la fin? Bien, merci, M. Gatien, pour votre question, mais vous demandez une réponse que je ne peux pas vous donner en 1 minute et demie au micro ce soir, puis qui implique un processus décisionnel, premièrement, dont on n'est pas les seuls maîtres d'œuvre, qui dépend aussi beaucoup du service du développement social, du service de gestion immobilière de la Ville de Montréal. Fait que je vais être super honnête, là, votre question est comme trop vaste pour le format de la séance du conseil d'arrondissement. Puis, dans les discussions qu'on compte avoir avec la population sur le projet, quand il sera défini et quand l'offre d'achat sera faite, parce que tout ça est encore là, ça fait partie du dialogue qu'on va avoir avec vous, mais est-ce qu'on va commencer à faire un cours de comment je pourrais dire, expliquer le processus décisionnel de chaque fonctionnaire qui a mené à chaque étape, de chaque analyse, de chaque opportunité? C'est de l'administration interne, là. Mais peut-être un survol des grandes étapes pour qu'on sache, parce que là, en ce moment, ce qu'on se fait dire, c'est... Je sais. Il y a rien on n'a rien à vous dire, mais j'aimerais moins savoir où est-ce qu'on s'enligne. Bien, c'est parce que... Madame Alnéus, voulez-vous donner un complément? Mais on est très transparent ici, là. Mais les processus décisionnels de la Ville de Montréal, je veux dire, ils varient d'un projet à un autre. Puis c'est pas... chaque projet est différent, là. Puis ce que vous avez défini n'est pas nécessairement vrai pour chaque projet. Il y a des projets qui se font plus vite, il y en a qui se font moins vite. C'est pas une science, c'est pas une formule mathématique, là, applicable partout. Alors, des fois, la Ville saisit des opportunités, des fois, on répond à des besoins, répond à des urgences. Il y a une crise des vulnérabilités, ça s'appelle une urgence. Ça, il y a des gens à reloger. Alors, la Ville se met en mode urgence. Les processus, mais on vous a dit qu'on serait transparent au fur et à mesure que le projet avancerait. Puis le projet, il ne connaît pas de nouveau développement depuis un mois. Alors, la réponse que je vous ai donnée tantôt, elle est plate, mais elle est vraie. Puis si je peux prendre un balle au bon, je peux comprendre, puis je veux quand même saluer la question, parce que c'est juste pour voir d'où ça part. Mais dans un cas d'administration, comme il l'a dit, il peut y avoir des projets qui sont déjà ciblés, puis il y a des choses qui peuvent répondre à des urgences. La chose qui arrive dans le cas précis, c'est qu'on n'a pas tout le temps dans tous les projets les mêmes joueurs. Donc, ça peut être, on peut parler d'un CIUS, mais le CIUS avec lequel on travaille pourrait travailler très différemment ailleurs. Donc, ce serait pas vous rendre justice que de dire, puis c'est très, très précis, puis des fois, d'un projet à l'autre, ça peut varier. Donc, moi, je trouverais ça particulièrement imprudent de ma part de dire ballpark, ça ressemble à ça. Mais puis je tiens à le répéter, on va être transparent, puis on le prend, puis je regarde la fonction publique, puis les élus, s'il y a un projet sur lequel on suit ça au centimètre près dès qu'il y a une information, c'est celui-là. Puis comme conseillère du district où ça se passe, c'est un projet que je vais suivre au centimètre près. Puis l'information qu'on pourra vous donner, on va pouvoir la faire. Puis c'est surtout... Puis je peux comprendre l'insécurité aussi, parce que quand on ne sait pas, puis même pour nous, il y a des éléments qui sont en train de se placer qu'on n'a pas comme information. Mais j'ai quand même cette responsabilité-là de vous donner l'information la plus claire dès qu'on va l'avoir. Donc, je veux accueillir cette question-là. Puis, comme on le dit,
Puis c'est ça aussi, un peu la politique, c'est que des fois, il faut être capable de s'adapter à des éléments qui arrivent, sachant qu'il y a différentes parties prenantes. Il y a des citoyens, il y a des organismes, il y a l'administration publique et tout ça. Donc, je peux pas vous donner toutes les garanties que vous souhaitez, mais je peux au moins vous dire qu'on fera preuve de sincérité puis de rigueur là-dedans pour que vous puissiez avoir l'information nécessaire par rapport à ça. Okay. Puis on va se rendre disponible à temps opportun pour vous donner les informations. Okay. Peut-être une question de suivi sur le sujet. C'est en lien justement avec la gestion de projet. C'est un gros projet dans lequel l'arrondissement s'engage. Si on veut que quelque chose se fasse, on fait tout le temps un échéancier. Puis après ça, l'échéancier prend le bord dès que le projet commence. Mais il y en a un. Parce qu'on établit les étapes. Est-ce qu'il y a un échéancier de projet? Est-ce qu'on pourra y avoir accès? Puis la consultation citoyenne, elle se passe où dans cet échéancier-là, en théorie? Elle se passe avant, après l'élaboration du projet? Est-ce qu'on va pouvoir participer? Je vous arrête, M. Gatien, parce que, premièrement, ce n'est pas tant une question qu'une hypothèse que vous posez ce soir, là. C'est une hypothèse. Puis ce qu'on vous dit de bonne foi, c'est que votre hypothèse n'est pas la réalité. Il n'y a pas de plan, puis il n'y a pas d'échéancier de projet pour 5 millions de dollars? Ce que je dis, c'est que là, vous présupposez qu'on est les seuls acteurs dans le dossier, ce qu'on n'est pas. Puis moi, je ne vais pas parler pour le SUS. Je ne vais pas parler pour le service de développement, je ne vais pas parler pour le SDIS, je ne vais pas parler pour le service de gestion immobilière de la Ville, qui ne nous sont pas revenus. Comprenez? Ils font leur travail. Mais pouvez-vous parler pour vous, par contre? Ben oui. Puis nous, il n'y a pas de nouveau développement depuis la dernière séance du conseil d'arrondissement. Vous n'avez pas de plan et vous n'avez pas d'échéancier. Parce que le projet, si je peux me permettre, se travaille avec plusieurs. Donc, moi, si je vous donne un échéancier, ça se peut que tous les autres sont... Madame Annius, vous êtes dans le champ. Donc, je ne vous rends pas plus service. Donc, vous attendez le consensus avant de le partager? Non, là, je vous arrête. Non. Vous faites des hypothèses. Vous ne posez pas de questions ce soir. Vous faites une hypothèse, puis vous faites une hypothèse qu'on est mal... Wow. J'ai été poli. J'ai été précis sur un sujet très précis. Me faire mettre de côté comme ça, j'apprécie pas. Si je peux me permettre, monsieur On vous répond de bonne foi. Monsieur Gatien, on vous répond de bonne foi. Mais je l'ai dit en début de séance, des fois, la réponse ne vous plaît pas. Et visiblement, c'est ce qui arrive. Ce n'est pas la réponse que vous voudriez entendre. Je le comprends. C'est la réponse qu'on vous donne. Et c'est celle qui est la nôtre. Et c'est celle qu'on vous dit qui est de bonne foi. C'est bon. Donc, je vais résumer. Puis en tout respect. Donc, si je résume, présentement, vous n'avez pas d'étape de projet que vous pouvez me partager et vous n'avez pas d'échéancier que vous pouvez partager. Parce qu'il y a plusieurs acteurs qui travaillent là-dessus. Puis ça dépend où, tu sais, les joueurs... je vais prendre le hockey, là, je ne suis pas la plus grande fan, mais il y a des moments où les gens embarquent sur la glace pour que la game puisse avoir lieu. On est au courant on n'est pas au courant de quelque chose là, mais là, il y a des choses qui se travaillent avec certains joueurs. Puis dès que nous, ça va être le temps d'embarquer sur la glace, on va suivre le dossier, puis on va pouvoir donner l'information le plus possible. Merci. On va être de retour le mois prochain. Puis retourner, puis comme M. le maire l'a dit, on va faire preuve de transparence, donner l'information qu'on peut vous donner. Ça, c'est clair. Puis je vous le dis, s'il y a un dossier que je suis ardemment, c'est celui-là. Puis on est conscient de ce que ça peut représenter, puis on veut le faire le plus dignement possible, puis avec le plus de collaboration possible. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On passe aux questions Internet. Première question de Marlène Gauthier. Étant donné que la firme d'ingénierie iPrima a fait des vidéos et mesuré le coin de rue, j'aimerais savoir quel est le projet sur la 3e avenue, coin boulevard Rosemont. Bonsoir, Madame Gauthier. Ce n'est pas un mandat qui a été donné par l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Donc, il y a plusieurs intervenants là, qui peuvent donner ce type de mandat. Donc, on ne peut là, savoir pour l'instant qui a fait ces interventions. Merci, au revoir. Question suivante de Patrick Rose. Bonjour. Lorsque le projet de prolongement du boulevard de l'Assomption vers Notre-Dame sera fonctionnel, est-ce que le tracé prévoit que les camions se rendant dans le port passeront par
la portion nord, Assomption, dans Rosemont-la-Petite-Patrie, majoritairement résidentielle, avec une école, un hôpital et un centre d'hébergement pour les patients atteints d'un cancer. Êtes-vous en faveur de ce projet? Merci. Oui, bonsoir, M. Rose, et merci beaucoup pour votre question. Alors, les détails du projet de prolongement du boulevard de l'Assomption n'ont pas encore fait l'objet plutôt d'une annonce par la Ville de Montréal et par l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Mais par contre, soyez assurés que les préoccupations que vous soulevez, que vous nous citez là ce soir, vont être bel et bien transmises aux équipes qui sont en charge de développer ce projet-là et de mitiger ses impacts pour les différents quartiers. Et sachez aussi que votre arrondissement ainsi que les élus, on est bien entendu très sensible à la question de l'apaisement dans nos quartiers résidentiels au niveau là, de l'ensemble de la population. Alors, ceci dit, pour faire une clarification en terminant, actuellement, le camionnage de transit est permis sur le boulevard de l'Assomption entre Hochelaga et Sherbrooke seulement. Alors voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne soirée. Prochaine question de Nicolas Arminjon. Quelle est la raison des délais pour l'implantation d'un signal d'arrêt au coin de la 10e avenue et Saint-Zotique et l'installation de dos d'âne sur la 10e avenue entre Saint-Zotique et Bélanger? Dossier ouvert en juin 2023. On va laisser l'administration répondre. Parfait. Bonsoir, M. Arminjon. Vous savez, l'implantation d'un arrêt stop aux intersections, c'est un geste, un acte qui est réservé aux ingénieurs en circulation. Une analyse a été faite à l'intersection de la rue Saint-Zotique et de la 10e avenue. Et ce qu'on nous mentionne, c'est que ça ne respecte pas les normes provinciales de conception routière à cette intersection pour plusieurs motifs. Alors, un membre de notre équipe va vous contacter pour vous donner de plus amples informations. Merci, bonne soirée. Question suivante de Luciano Palmier. Depuis l'installation de la patinoire temporaire du parc Père-Marquette à l'intersection des rues Garnier et des Carrières, de nombreux désagréments se reproduisent chaque année au niveau de l'immeuble situé au 5700 Garnier, nuisances sonores, pollution lumineuse. Pourriez-vous changer le lieu d'installation pour celui où elle était située avant, plus centré et donc éloigné des logements? Oui, bonsoir, M. Palmier. Merci beaucoup pour votre commentaire et votre question. En effet, historiquement, la patinoire était située du côté est du parc. Avec l'ajout qu'il y a eu d'un jeu d'enfant pour les 2-5 ans, cet espace n'est plus disponible, donc on ne peut plus aménager la patinoire dans cet espace. Quelques critères nécessaires pour l'installation des patinoires. Évidemment, un espace grand et libre, que ça soit à proximité d'un chalet de parc, qu'il faut que l'espace soit à niveau et ne pas avoir d'obstacles et que ce soit un espace qui n'est pas requis ou utilisé pour des activités culturelles ou sportives pendant la période estivale, parce qu'on sait bien qu'après, les gazons restent très, très abîmés. Donc, ceci étant dit, je vois à ma droite que le directeur des travaux publics prend note de votre commentaire et de votre suggestion. Donc, dans la mesure du possible, vont être pris en considération. Merci beaucoup. Et une dernière question de William Eng. Bonjour, je souhaiterais réviser la décision concernant les bacs à fleurs de la ruelle entre la 23e et la 24e avenue à l'intersection du boulevard Rosemont. En hiver, le pelletage de neige par les résidents entrave le nettoyage de la hotte, empêchant la collecte des déchets. Les voitures stationnent également devant la ruelle condamnée, ce qui nuit à la collecte des composts et vidanges. Monsieur Lafont, voulez-vous donner une réponse? Oui, merci. En fait, on est conscient, on est au courant du problème. En fait, vous nous avez contacté. Nous vous avons plutôt offert une solution concernant un espace de livraison sur une rue transversale directement en bordure de votre commerce, ce qui ne semblait pas probablement répondre à vos besoins, mais bon. On est toujours ouvert à échanger avec vous sur cette solution-là, parce que pour le moment, de notre côté, on maintenait la position de sécuriser. En fait, rappelons-nous l'objectif de base là, qui était de sécuriser les ruelles dans le programme d'apaisement de nos ruelles
sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Donc, nos services sont toujours disponibles pour échanger avec vous et voir comment on peut aménager une solution de mitigation à proximité de votre commerce pour vous aider dans la fourniture de vos services ou l'approvisionnement pour vos besoins d'exploitation de votre commerce. Donc, il me fera plaisir de pouvoir vous rencontrer. Merci. On poursuit avec la lecture des points à l'ordre du jour. En 20.01, approuver une contribution financière totale de 48 000 à l'organisme regroupement des tables de concertation de la Petite Patrie pour la relocalisation temporaire de ses activités au 6615 avenue Papineau à Montréal. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 20.02, autoriser une dépense totale de 289 369,08 taxes incluses, prolonger 2 contrats accordés à l'épavage d'Ancor 2009 incorporé pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires pour une période de 8 mois et 12 mois respectivement. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller posé. C'est adopté. 20.03, autoriser une dépense totale de 391 691,08 taxes incluses, accorder un contrat au même montant à GoCube pour le service de collecte et d'entreposage des faits mobiliers disposés sur la voie publique suite aux procédures d'éviction. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Arnius. C'est adopté. 20.04, autoriser une dépense totale de 348 346,66 taxes incluses, accorder un contrat au même montant à TechVac Environnement Incorporé pour le service de nettoyage des conduites d'égout, incluant le transport et la disposition des résidus. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 20.05, autoriser une dépense totale de 123 598,13 taxes incluses, accorder un contrat au même montant à les entreprises Tommy Plouffe Incorporé pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller posé. C'est adopté. 20.06, autoriser une dépense totale de 264 260,84 taxes incluses, accorder 5 contrats pour la location de matériel roulant avec opérateur. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Arnius. C'est adopté. 20.07, autoriser une dépense de 315 666,51 taxes incluses dans le cadre du contrat accordé à Boutillette Parizeau Incorporé pour les services professionnels en architecture et ingénierie des phases 2, 3 et 4 du projet de réduction des gaz à effet de serre au centre Rosemont. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 20.08, autoriser la résiliation du contrat octroyé à la firme Groupe Marchand Architecture et Design Incorporé pour la fourniture de services professionnels en architecture de paysage et ingénierie pour le réaménagement du parc Montcalm. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller posé. C'est adopté. 20.09, accorder une contribution financière de fonctionnement de 75 000 chacune pour l'année 2024 à la SIDAC Promenade Masson, la SIDAC Plaza Saint-Hubert et la SDC Petite Italie Marché Jean Talon Montréal. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 20.10, approuver un projet de convention avec l'Association des commerçants et des professionnels de la rue Beaubien-Est afin de soutenir ses activités de relance, octroyer une contribution financière non récurrente de 75 000 J'en fais la proposition appuyée par le conseiller posé. C'est adopté. 20.11, approuver le projet de convention avec la SIDAC Plaza Saint-Hubert dans le but de dynamiser le projet de piétonisation estivale 2024 de la Plaza Saint-Hubert, octroyer une contribution financière de 575 000 J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 20.12, approuver le projet de convention avec la Société des marchés publics de Montréal pour la mise en œuvre d'une série d'événements et la gestion opérationnelle de la piétonisation des voies nord et sud de la place Marché du Nord en 2024. Contribution financière de 59 932,40 à la Société des marchés publics de Montréal. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 30.01, prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées, des listes de bons de commande approuvés et des listes de demandes de paiement. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller posé. C'est adopté. 30.02, autoriser un virement de crédit du compte de surplus de gestion affecté divers au montant de 615 000 pour le financement de divers projets à la direction des relations avec les citoyens, des services administratifs et du greffe. J'en fais la proposition appuyée par le conseiller Alnéus. C'est adopté. 30.03, autoriser un virement de crédit du compte Fonds réservé surplus divers pour un montant total de 558 000 pour le projet de piétonisation de la rue Saint-Hubert en 2024. J'en fais la proposition appuyée par la conseillère Blanco.
C'est adopté. 30.04, autorisé en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, le service de la culture de la Ville de Montréal à tenir un concours sur invitation pour l'intégration d'une œuvre d'art publique au complexe aquatique Rosemont en collaboration avec la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l'arrondissement. Autoriser une dépense approximative de 109 226,25 $, taxes incluses, pour la tenue du concours menant à l'acquisition de l'œuvre d'art, incluant les contingences et dépenses générales du projet. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Alnéus. C'est adopté. 30.05, autoriser un virement de crédit du compte de surplus de gestion affectée imprévu d'une somme de 50 000 $ pour le financement de divers travaux non capitalisables. J'en fais la proposition, appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 30.06, autoriser un virement de crédit totalisant 18 101,76 $ du compte de surplus de gestion affecté divers pour les aménagements temporaires de l'espace 40e Beaubien. J'en fais la proposition, appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 30.07, autoriser un virement de crédit de 6 500 $ du compte de surplus de gestion affecté divers pour la présentation du concert de l'Orchestre métropolitain le 18 mai 2024. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Alnéus. C'est adopté. 30.08, offrir au conseil municipal de prendre en charge la réalisation des travaux de saillie de trottoir sur le réseau artériel administratif de la Ville pour 2024. J'en fais la proposition, appuyée par le conseiller Posé. C'est adopté. 40.01, dicter 2 ordonnances pour la programmation d'événements publics. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Alnéus. C'est adopté. 40.02, adopter un second projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie » afin de créer la zone 0816. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 40.03, vous donnez l'avis de motion. Oui, je donne l'avis de motion, Monsieur le secrétaire. Donc, donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur l'occupation du domaine public à l'égard du territoire de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie afin d'augmenter l'empiètement d'un café-terrasse en front d'une façade voisine. » Et je donne avis de motion en 4004 aussi. C'est noté. Donc, vous donnez l'avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public » par une marquise devant le 6505-6507 de la rue Saint-Hubert afin de permettre l'empiètement sans frais d'une marquise patrimoniale au-dessus du domaine public. En 4005, autoriser, en vertu du règlement sur les dérogations mineures, l'aménagement d'une génératrice au toit d'une hauteur de 3,7 m en dérogation à l'article 21.1 du règlement d'urbanisme pour le bâtiment situé au 5800 rue Saint-Denis. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 40.06, accepter le versement d'une somme compensatoire équivalente à 10 % de la valeur du site, soit 120 000 $ pour un permis de lotissement visant la création de 5 nouveaux lots, dont 4 constructibles, au 62-75 avenue Papineau. J'en fais la proposition, appuyée par la conseillère Blanco. C'est adopté. 60.01 et 60.02, ce sont des dépôts. Parfait, je dépose, Monsieur le secrétaire d'arrondissement. Donc, 60.01, dépôt du procès-verbal de correction visant à corriger des erreurs dans le règlement 01-279-76 adopté le 5 février 2024 et 60.02, dépôt du bilan annuel des objectifs de plantation du plan maître de plantation 2020-2024 de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie, suivant les plantations d'arbres effectuées en 2023. L'ordre du jour est épuisé à 20h29. Alors, j'en profite pour souhaiter bonne fin de soirée à tous les gens qui sont venus participer en personne. Merci pour votre présence, merci pour vos questions, merci pour votre participation. Merci aux personnes qui nous écoutent à la maison. C'est quand même intéressant que depuis plusieurs années, on peut suivre le conseil d'arrondissement dans le confort de son foyer. On sait que les chiffres sont là. On a des fidèles qui nous écoutent mois après mois à la maison. Alors, merci d'être là avec nous, parce que des fois, vous nous envoyez des courriels le lendemain pour dire « Hey, j'ai beaucoup aimé telle question, ou j'apprends des choses. » Alors, on sait que vous existez. On sait que vous êtes là et que vous nous écoutez. Merci. Merci à la fonction publique de nous accompagner, comme toujours, dans la recherche du bien commun. Recherche du bien commun qui s'incarne à travers des décisions qu'on prend comme ce soir, qui n'est pas toujours facile, qui est un équilibre entre différentes sensibilités, mais c'est la beauté de la vie démocratique auquel on tient, qui est précieuse et qu'on chérit. Je vous souhaite une bonne soirée, tout le monde. On se revoit après Pâques,
Et d'ici là, une belle fin d'hiver, début de printemps actif, en espérant que le soleil sera au rendez-vous. Merci, bonne soirée.